Le rapport de l'homme à l'animal, il y a entre 7 et 10 000 ans, quand il a cessé d'être chasseur, pêcheur, chasseur, cueilleur, et qu'il a commencé à utiliser la nature, qu'il a transformé la nature pour la mettre à son service. Et l'homme, alors je ne vais pas empiéter sur ce que Fred va dire, mais l'homme, comment dire, a un rapport à l'animal qui est aussi celui-là, c'est-à-dire que c'est un rapport très contradictoire. Il faut avoir des animaux élevés, entretenus, etc., dans des bonnes conditions, pour avoir une alimentation de qualité. Donc voilà quoi. Et puis il y a un certain nombre de choses qui font qu'on est dans une société qui évolue et où la question de l'alimentation se pose d'une autre façon qu'elle pouvait se poser il y a encore un certain nombre d'années, il y a même 50 ans d'ailleurs. Il y a une autre étape dans notre histoire qui est importante et qui permet de comprendre pourquoi cette question vient avec beaucoup de force, chez nous, dans notre pays. C'est notamment celui de la Révolution française où l'abolition des privilèges a permis à plein de gens de pouvoir se nourrir en prélevant une partie de l'alimentation dans la nature. Le droit de pêche, le droit de chasse. Ceci dit, l'homme est intervenu dans la nature, il faut qu'il apprenne à la gérer. Or, on sait que depuis 50 ans, il y a beaucoup de déséquilibres. L'agriculture est devenue une agriculture intensive et productiviste, ce qui nous pose un certain nombre de problèmes. Bon, je ne vais pas empiéter sur ce que les autres intervenants vont dire, mais voilà, on est dans ces conditions-là, quoi. Donc il faut qu'on arrive à réfléchir et à faire des propositions qui nous permettent d'avoir une autre approche. Voilà. Donc je vais passer la parole à Fred tout de suite. Ok. Alors, je vais brancher mon... Vous voulez le micro alors? Oui, non. C'est partagé. C'est partagé. Moi, je vais faire micro. Non, je vais faire tout micro. Alors, ouais. Attends, excuse-moi. Avant, je voulais quand même remercier particulièrement Dominique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, non, si, je tiens à te remercier. Tu nous as mis à disposition la salle. C'est vraiment très sympa. Dominique est maire de Saint-Céré et également conseillère départementale. Et elle s'occupe particulièrement au conseil départemental des questions d'alimentation et tu te bats quand même pour faire entrer de l'alimentation bio dans les cantines. Voilà. Merci Madame la maire. Bon, ben, moi je vous remercie aussi tous d'être là. Je remercie aussi Thierry de m'avoir invité sans savoir ce que je vais raconter. J'espère qu'il n'y aura pas de regrets. Parce que, en fait, moi je vais expliquer un peu qui je suis, pourquoi je parle de ça. Alors après, moi je ne m'autorise pas à parler de ce dont je ne suis pas compétent, donc il y a des choses dont je ne parlerai pas. Mais je parlerai voilà, de mon petit domaine. Parce qu'en fait, moi j'ai fait une thèse sur les pêcheurs à la ligne. Bon, qui m'a amené d'ailleurs souvent à venir dans le Lot, en Corrèze, sur les bords de la Dordogne, pour faire des entretiens avec les pêcheurs. Et en fait, dans mes travaux sur la pêche, évidemment, j'ai interrogé la question du rapport à l'animal. Alors, pas dans sa totalité, hein, même si j'ai croisé quand même aussi des questions sur l'agriculture, sur l'élevage, puisqu'il y a un élevage de poissons, y compris pour la pêche. C'est-à-dire qu'on n'élève pas seulement les animaux pour les manger, on les élève aussi pour jouer avec eux. Enfin, ils ne sont pas trop d'accord des fois, mais voilà, on élève des faisans pour les dégommer. Bon. Voilà, donc j'ai croisé ces questions-là. Et alors en fait, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de vous donner un peu un outil de pensée que j'ai croisé moi dans mon travail, qui m'a aidé aussi à clarifier les choses. Alors j'espère que je serai clair, j'essaye de ne pas trop jargonner. Alors mon travail quotidien, c'est d'enseigner la sociologie à des non-sociologues. Donc je fais toujours un effort, enfin, je suis payé pour faire cet effort de clarté et de non-jargonnage. Donc je vais essayer de ne pas jargonner du tout. Mais c'est vrai qu'en fait, moi ce qui m'a aidé à penser dans mon travail pas mal de choses, c'est la lecture d'une philosophe, voilà, qui s'appelle Catherine Larère, qui a enseigné à Bordeaux il y a quelques années et qui travaille sur les éthiques de la nature. Là, elle a écrit un livre d'ailleurs sur la collapsologie il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite, si vous regardez des vidéos de Catherine Larère, à écouter ce qu'elle raconte. Souvent, je trouve que c'est pas trop con. Enfin, voilà. Et en fait, Catherine Larère, elle réfléchit à nos rapports à la nature. Et en fait, elle dit que, en gros, il y a 3 grands ordres dans notre rapport à la nature. Alors, évidemment, c'est 3 façons de penser la nature qui sont pas totalement étanches l'une à l'autre, qui sont pas pures, qui se sont combinées, etc., et qui n'ont pas totalement disparu. Alors, la première façon de penser la nature, c'est celle, en fait, qui a prévalu pendant des siècles. C'est finalement la pensée un peu anthropocentrique, c'est de dire en fait la nature, et particulièrement les animaux, sont là pour nous.
C'est-à-dire, en fait, ils sont là pour servir l'homme. Et donc, en fait, ils ont tous une utilité. D'ailleurs, des fois, le rôle des zoologistes, enfin des biologistes, etc., c'était de servir à quoi ça sert, quoi. Bon, avec des fois même un finalisme très très fort. Hein. Il y avait par exemple des penseurs qui pensaient que s'il y avait des traits sur les melons, c'était pour qu'on puisse les couper et les manger en famille. Bon, donc voilà, c'est ce qu'on appelle le finalisme. Et donc il y a cette idée que la nature doit nous servir. Et si elle ne nous sert pas, c'est une erreur. Il y a des erreurs de la nature, ce qu'on appelle par exemple les animaux nuisibles. Et ça, c'est resté encore aujourd'hui, hein, quand on a des discussions, notamment avec des gens qui vous disent « mais tu fais du bio, machin, mais t'as pensé à la vermine ». Hein, une fois, il y a un voisin qui me voir en me disant la vermine prendra toujours le dessus. Bon, voilà, il dit non, on peut faire du bio. Bon, mais voilà, cette idée qu'il y a des choses inutiles qu'il faut éradiquer d'ailleurs, hein, qu'on ne doit pas avoir de scrupules à éradiquer. Et d'ailleurs, voilà, quand on voyait des choses nouvelles, par exemple les premiers explorateurs qui ont vu des pingouins, les ont massacrés. Voilà, parce qu'ils trouvaient que c'était une aberration, que c'était des oiseaux mutants qui n'avaient rien à faire là. Donc voilà, donc ça c'est une forme d'anthropocentrisme avec l'homme est roi, hein, et les animaux sont à son service. Et évidemment, on voit bien que l'élevage industriel, qu'une certaine dérive de l'agriculture productiviste se nourrit un peu de cette vision. Voilà, on peut transformer le vivant, on peut véritablement même le réduire. Hein. Un animal en batterie, c'est un animal qui n'a plus d'autre finalité que d'être de la viande sur pattes. Hein. D'ailleurs, je parlais du finalisme. Hein, il y avait un penseur au XVIe ou XVIIe siècle, anglais, qui disait que si les moutons sont vivants, c'est pour que la viande se conserve mieux. Bon, voilà, donc ça c'est vraiment le finalisme, quoi. C'est voilà, la vie, c'est juste de la conservation. Hein. Dieu, parce qu'il y avait Dieu derrière tout ça, évidemment. Hein, Dieu a donné la vie à des animaux pour qu'ils restent consommables, voilà, puisqu'on avait un gros problème de conservation. Voilà, donc ça c'est l'anthropocentrisme qui n'a pas totalement disparu. Voilà. Et puis arrive la sensibilité écologiste. Bon, alors ça c'est un grand mot parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde est écolo. Bon, j'ai pas écouté Éric Zemmour, mais je pense qu'il doit être écolo aussi. Tout le monde est écolo. Non, il n'en parle pas. Bon, alors sauf Éric Zemmour. Mais Valérie Pécresse, je crois qu'elle l'est un peu. Enfin, tout le monde a une sensibilité écologiste, etc. Et là, on voit que les choses sont pas très claires parce qu'en fait, il y a finalement des rapports à la nature et aux animaux qui sont très différents. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, je me sens écolo, mais je me sens pas toujours proche de, je sais pas, de Brigitte Bardot, par exemple. Bon, voilà, ou des anti-chasses radicaux, ou voilà. Et en fait, c'est là que Catherine Larère est très utile parce qu'elle montre en fait qu'il y a aussi, alors c'est des modèles, hein, mais qui permettent de penser. Il y a aussi deux façons de penser la nature. Il y a ce qu'elle appelle le biocentrisme. Alors le biocentrisme, c'est l'idée en fait que c'est la vie qui gouverne et qu'en fait la nature, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme. C'est une collection d'individus, des animaux, etc., doués de sensibilité, souvent d'une sensibilité dont on ne peut pas prendre totalement la mesure. Et du coup, ça rend l'homme, enfin, ça met l'homme face à une responsabilité terrible, c'est celle de ne pas faire souffrir les animaux. Bon, voilà, c'est-à-dire, en fait, et là on va retrouver tout des ressorts aussi finalement émotionnels, hein, voilà, qui sont, je sais pas moi, par exemple, la mouette recouverte de pétrole. Quand on voit une mouette engluée dans le pétrole, eh bien on se dit, en fait, nous les hommes, on est cons, hein, cette mouette elle demandait rien à personne, le pétrole était dans le sous-sol, ouais c'est un produit naturel quand même, mais bon il était dans le sous-sol, hein, on est allé le sortir et on l'a mis dans des bateaux qui ont déversé tout ça sur les côtes, sur des mouettes qui n'avaient absolument rien demandé, donc on a une responsabilité, et surtout il y a cette idée finalement que la nature a son propre équilibre. Et on l'entend souvent dans le discours, hein, on entend dire les équilibres naturels sont perturbés par la main de l'homme. Bon. Et donc en fait là, cette conception-là, c'est l'idée finalement qu'il y a une nature extérieure à nous. Et alors elle aboutit à des apories, hein, comme par exemple l'animalisme, alors que j'ai pu croiser, il y a une critique animaliste aujourd'hui très forte de l'élevage industriel, qui à mon avis est assez légitime, même si elle repose sur souvent un ressort émotionnel uniquement. Mais il y a aussi une critique animaliste de la chasse, de la pêche, etc. Et en fait, souvent, c'est l'idée que voilà, il ne faut pas faire souffrir. On a une responsabilité morale. Nous sommes en dehors de la nature et quelque part un petit peu au-dessus, mais pas du tout pour la dominer, mais pour la respecter.
Bon, alors évidemment, ça, on aboutit vite à des apories. Hein, faut-il marcher sur les fourmis? Enfin, des questions voilà, sans fin. Mais c'est aujourd'hui un espèce de courant qui a quand même un certain succès parce qu'il repose souvent sur aussi quelque chose qui n'est pas, pour moi, pas de l'ordre de la raison totalement, mais plutôt de l'émotion. Voilà, la souffrance animale, etc. Avec des débats éthologiques sans fin. Bon. Et donc, il reste un autre courant. Bon, alors, dont on se dit c'est peut-être le meilleur, effectivement, c'est un peu celui qui pour moi est le plus convaincant, c'est ce que Catherine Larrère appelle le courant écocentrique. Et en fait, le courant écocentrique, c'est l'idée, alors moi que je trouve un peu plus scientifique et séduisante, hein, c'est l'idée en fait que nous faisons partie du règne animal, nous appartenons à la nature, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes... voilà, nous aussi, nous faisons partie de la biomasse, des biotopes, etc. Donc nous pouvons interagir avec la nature, avec les animaux. Mais évidemment, ça ne nous enlève pas pour autant des principes de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons veiller à un équilibre. Mais cet équilibre, ce n'est pas un équilibre magique, divin, qui serait là sans nous. C'est un équilibre dans lequel nous sommes. Donc ça veut dire que des activités comme l'agriculture, l'élevage, mais aussi la chasse, la cueillette, la pêche, sont tout à fait légitimes et d'ailleurs ont permis pendant des millénaires aux sociétés humaines de vivre dans la nature sans être menacées. Hein. Les guerres humaines ont été plus menaçantes que le fait de prélever des animaux. Voilà, on a élevé des animaux, on a géré. Hein, voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et notamment justement pas se penser en animal roi. Et alors, Catherine Larrère, elle rappelle que, alors je vous invite aussi à le lire, hein, c'est un petit livre sympa, peut-être que vous le connaissez sûrement même, c'est le livre d'Aldo Léopold, qui s'appelle L'Almanach d'un comté des sables. C'est un livre qui a été écrit juste après la guerre, et en fait, on en fait souvent un ancêtre de l'écologie scientifique. En fait, c'est le livre écrit c'est le journal en fait d'un garde-chasse américain, qui vit dans les bois, voilà, qui chasse, qui pêche, voilà, qui est très observateur et qui va développer ce qu'on appelle le land éthique, hein, une éthique finalement de responsabilité. Hein, il faut penser comme une rivière, il dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier à véritablement dire en fait que la nature, ça forme un système, un écosystème, où pour comprendre l'utilité des choses, il faut les penser globalement. Hein, c'est un système holiste. Bon, j'utilise un mot un peu savant, hein, mais tant pis, on peut l'enlever, c'est pas grave. Et l'idée, c'est aussi que l'homme fait partie de ce système. C'est-à-dire qu'en fait, hein, il n'est pas extérieur, il n'est pas un contemplatif, et c'est un peu en rupture avec le courant un peu, comment dire, romantique, qui consistait à contempler la nature sans homme, à peindre la nature sans humain, sans agriculteur, etc. Alors qu'en fait, bon, ce qu'on appelle la nature, souvent, c'est quelque chose qui est largement transformé, largement modifié par notre action, hein, et par notre regard. Donc voilà, c'était juste, voilà, je fais mon petit prof, hein, mais voilà, c'était juste pour dire que ça permet de clarifier le débat aussi, et de sortir aussi, moi je trouve, des faux, voilà, des apories du genre, ben voilà, des faux dilemmes, quoi. Hein, on peut très bien être contre l'élevage industriel et pour autant, voilà, défendre encore un mode de vie rural avec des prélèvements, là aussi, qui sont gérés, qui sont pensés dans des collectifs, si possible démocratiques, etc. Et effectivement, moi, j'ai une indignation, moi, alors vous me dire, mais ça t'indigne pas, L314 quand il montre... hein. Oui, ça m'indigne, mais en fait, moi j'ai une indignation encore plus forte. Hein. Je suis indigné par ce qu'on fait aux animaux dans l'élevage industriel, quelquefois, ou dans certains abattoirs, mais je suis aussi indigné par ce qu'on fait aux hommes, hein, dans ces mêmes abattoirs, ou dans ce qu'on oblige à faire aux hommes. Hein, voilà, et je pense aussi à eux. Voilà. Et souvent, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la chasse à courre, par exemple, bon, on pourra en discuter, c'est un débat, on avait déjà un peu parlé, mais moi, la chasse à courre... ouais, ça me choque pour les cerfs, etc. Mais ça me choque aussi de voir des gens sur des chevaux, d'autres qui courent à côté. Enfin, j'ai l'impression d'être dans les visiteurs, quoi. Donc, je trouve que c'est aussi un peu, il y a une espèce d'archaïsme. Voilà. Alors après, on peut en discuter, c'est un débat, etc. Et moi, je pense qu'il faut en débattre sainement. Voilà, c'était mon petit éclairage. Après, on aura des discussions, donc je serai amené sûrement à dire d'autres choses. Merci. Merci bien. Ça va être compliqué
de reprendre derrière, mais c'est très intéressant et je pense que voilà, ces premières discussions, ces premiers éléments qu'on va vous exposer nos visions vont permettre d'enrichir, je pense, après des échanges, Thierry, avec la salle. Le rapport homme-animal que vient de décrire Frédéric, il a pour moi, responsable politique, un impact aussi dans la façon dont nous on envisage ce rapport homme-animal dans la sphère politique. Parce que tu l'as un petit peu brossé, mais effectivement, c'est une vraie question politique. Déjà, quand tu parles de nature, effectivement, moi je réfute ce concept de nature aussi, qui est effectivement une construction humaine. On fait partie d'un environnement global et effectivement on interagit avec. Donc ces questions sont éminemment politiques. Et pour aller vraiment, pour essayer de resserrer un petit peu le champ, sinon on va discuter pendant des heures, c'est ce rapport homme-animal dans la sphère politique et moi en ce qui me concerne, il nous interroge directement sur nos propositions politiques, sur plusieurs registres. Alors, il y a un premier sur le registre du loisir, effectivement. Je pense que moi, c'est pas trop mon registre ce soir. Notre rapport animal, par exemple, des animaux de cirque, des choses comme ça. Mais plus directement et plus massivement, dans la façon dont notre projet politique aborde la question de la production alimentaire et de l'élevage. Et donc, effectivement, toute cette question-là, elle est une question qui est politique et qui doit être tranchée politiquement. Pour ce qui est de ma position, et je pense qu'elle est celle qui est portée aussi par notre proposition politique à la France Insoumise, c'est de dire que nous avons besoin, dans notre modèle de production alimentaire, d'un élevage. Pas de cet élevage qui est aujourd'hui dominant, cet élevage industriel, qui maltraite les animaux, qui maltraite les gens. On parlait juste avant, plutôt dans l'après-midi, de la question de l'abattoir ici de Saint-Céré, qui est une vraie richesse, et que, Madame la maire, merci pour votre accueil, mais je vous soutiens absolument, et j'espère que cet abattoir pourra avoir une longue vie à Saint-Céré, parce qu'il est vraiment un maillon essentiel d'un projet politique, justement, de relocaliser l'agriculture et de permettre à ce que l'élevage prenne sa part essentiellement. Pourquoi il est utile l'élevage dans le projet politique? Parce que dans ce que nous défendons, une agriculture paysanne, locale, il est essentiel, comme le partagent d'ailleurs les amis de la Confédération paysanne, qu'il y ait de la polyculture, de l'élevage, qui puisse notamment permettre une autonomie sur des modèles agronomiques où en fait la valorisation d'espaces de prairies naturelles par les animaux puisse permettre de se passer d'intrants chimiques, par exemple pour la fertilisation d'une activité maraîchère ou de production végétale. Donc ça c'est la question politique du modèle agricole. Il y a un autre aspect éminemment politique qui a un rapport direct de notre rapport, pas directement à l'animal mais à l'élevage, et c'est la question climatique aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas aujourd'hui parler du rapport homme-animal et du rapport qu'on a à l'élevage sans se soucier de la question climatique. Et là, les données sont quand même assez claires, assez parlantes. Pour avoir une soutenabilité climatique de notre modèle de production agricole, il faut drastiquement réduire notre consommation et donc notre production de protéines animales. Ça veut dire que ça modifie et ça nous oblige à modifier, enfin nous ça ne nous oblige pas, ça nous ferait plaisir qu'on puisse le modifier massivement, cette question du rapport à l'animal qu'on a dans l'élevage industriel. C'est-à-dire que pour nous, l'élevage, c'est tout sauf l'élevage industriel. Donc ça, le modèle que nous défendons, il est raccord sur les questions de bien-être animal, il est raccord sur les questions de bien-être humain, parce que les conditions de travail, j'ai oublié de le dire quand j'ai évoqué la question de l'abattoir, les conditions de travail dans les abattoirs aujourd'hui sont quand même assez compliquées, notamment quand il y a des cadences importantes. Donc le rapport à ça, et donc ça nous oblige à repenser vraiment complètement différemment cette question de la production de protéines animales. Impact climatique, j'en ai parlé.
maltraitance, bien-être animal, maltraitance des humains. Sur le côté, est-ce qu'il y a une utilité, ce que disait Thierry, sur la nécessité d'un apport de protéines d'origine animale à l'époque préhistorique pour développer nos cerveaux? Je pense que, en tout cas pour la majorité d'entre nous, j'ai quelques contre-exemples à l'Assemblée nationale, mais notre cerveau s'est bien développé. Aujourd'hui, je suis convaincu, et nombreux peut-être ici aussi, qu'on peut se passer entièrement, d'un point de vue physiologique et nutritionnel, on peut se passer entièrement de protéines animales. Et ça, moi je ne le conteste pas. J'ai beaucoup travaillé sur la malbouffe, sur l'alimentation. On peut effectivement avoir une ration alimentaire entièrement végétale, sans qu'il y ait de carence, si on sait balancer tous les apports en fonction de son mode d'alimentation. On peut avoir une alimentation végétarienne sans qu'il y ait de problèmes médicaux qui se posent. Mais la question c'est, est-ce que c'est soutenable à grande échelle? Est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devenait tous végétariens, on aurait quelques difficultés sur une mobilisation notamment de surfaces agricoles, sur la non-valorisation de certaines surfaces aujourd'hui, qui ne peuvent l'être que par l'intermédiaire, effectivement, aussi de l'élevage. Donc, le modèle qui me semble, moi, aujourd'hui soutenable et que je soutiens, je porte, c'est effectivement la réduction massive des protéines d'origine animale, de l'ordre de 60 à 70%, on peut même aller jusqu'à 80%. Ça nous permet de nous affranchir de tous ces élevages industriels et de toute cette maltraitance animale. Maintien d'une production, et donc d'une production de protéines animales via un élevage de basse intensité, de haute intensité en intelligence et en main-d'œuvre et en savoir-faire agricole, mais de basse intensité, de basse concentration, donc de l'élevage plutôt extensif sur cette question-là. Donc ça permet de dessiner un modèle qui est soutenable parce qu'il permet de remplir cet objectif-là, l'objectif climatique, en se passant notamment des élevages massifs de grands ruminants. Je pense notamment au cheptel bovin qui dans notre pays est assez énorme et qui nous est pas utile. Donc ça c'est la vision politique, j'allais dire, de notre rapport homme-animal tel qu'il s'oppose aujourd'hui dans la construction d'une politique de production alimentaire et d'une production liée à un nouveau modèle avec un rapport homme-animal modifié. Donc ça c'est la vision, j'allais dire, qui est portée. Quoi rajouter de plus là-dessus? Je pense que je vais m'arrêter là pour laisser un peu le temps à la discussion, laisser Elsa s'exprimer. Mais voilà les premiers éléments que je voulais vous apporter, moi, sur la vision politique de comment on s'empare de cette question du registre homme animal. Je l'ai évoqué un petit peu, mais juste pour faire une petite incise là-dessus, sur la question des animaux, de cirque, etc. C'est pas forcément mon sujet, néanmoins c'est un sujet qui est porté aussi politiquement par notre mouvement, et effectivement aujourd'hui il nous semble assez incongru d'utiliser des animaux au simple prétexte de notre confort, de notre bon plaisir. Donc sur ce registre-là, on n'est pas ambigu, il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces questions-là d'animaux de cirque exploités à des fins et dans des conditions qui sont souvent pas satisfaisantes d'ailleurs du point de vue du bien-être, on a tranché la question assez clairement. Donc voilà, après s'il y a des questions là-dessus, on pourra en discuter. En tout cas sur cette question-là, c'est très clair. Le gros du sujet, quand même, pour moi, reste la question de est-ce qu'on peut élever des animaux avec pour objectif de les tuer? C'est la question aussi, on en discutait un petit peu avant, de la question de l'élevage qui est assez ancienne. Enfin, l'élevage est vieux comme notre civilisation, au moins, mais néanmoins, aujourd'hui, voilà, les rapports aussi entre les éleveurs et leurs animaux ont changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conscience du bien-être animal est particulièrement prise en compte par l'ensemble des agriculteurs
hormis ceux qui ont des fermes-usines où il n'y a pas d'agriculteurs dans cette structure-là, c'est des chefs d'entreprise, mais il n'y a pas d'agriculteurs. Et quand moi je vois que sur ces questions de bien-être animal, je l'ai cité, la Confédération paysanne a produit un livre assez complet sur la prise en compte de ce bien-être animal, je pense qu'on est sur un registre qui est celui que tu évoquais, Frédéric. On n'est pas extérieur à des interactions avec notre environnement, et l'élevage fait partie aussi de ces interactions. La question de la finalité de l'élevage, oui, elle est connue. Elle est connue des éleveurs, elle est aussi connue, je veux dire, des animaux d'élevage. Et l'argument, j'ai discuté avec un éleveur tout à l'heure dans l'après-midi, qui nous donnait aussi un argument que je vous livre, on peut en discuter, je n'en fais pas un argument que je m'approprie, mais je le trouve intéressant dans la discussion. C'est qu'il disait en fait, les animaux qu'on a pu élever depuis la nuit des temps sont ceux qui ont bien voulu se laisser domestiquer. Il y a des animaux qu'on n'a jamais pu domestiquer, nous disait-il. Ah bon, bah pourquoi? Parce qu'en fait, de sa position, lui, éleveur, dit les animaux qui ont accepté de se faire domestiquer, c'est qu'ils étaient dans l'environnement naturel sauvage, des proies faciles, et avec parfois des durées, des espérances de vie assez courtes, pas bien plus élevées que dans un élevage, et avec une souffrance fort probable en fin de vie, bien plus élevée que celle qu'aujourd'hui ils peuvent voir dans leurs conditions d'élevage. Donc ils ont accepté, c'est sa théorie, hein, je vous la livre hein, quand on discutait, mais je trouvais intéressant parce que ça permet d'avoir ce débat. Des animaux d'élevage ont accepté de se faire domestiquer parce que finalement, en échange de conditions de vie... Ils ont dit merci. En échange de conditions de vie plus faciles et d'une dignité, effectivement, et de l'absence de souffrance en fin de vie, finalement, il y aurait peut-être aussi une contrepartie, ils n'ont pas dit merci, mais peut-être une contrepartie à cette acceptation d'avoir été domestiqué. Je vous livre cet argument parce que je sais qu'il fait débat et que ça permet d'engager des discussions. Si on engage la discussion maintenant, mais... Démerde-toi avec ça. Non, je ne vais pas reprendre ça. Hein. Ça reviendra bien, tout à l'heure sur la discussion. Ce sera intéressant. Moi, je m'exprime en tant que conseillère municipale, donc à Cahors, et aussi en tant qu'enseignante. Voilà. Sur l'aspect agriculture bio et locale, on n'est pas les seuls, mais bien sûr on propose un levier et un outil important qui est la restauration collective, à mener à 100% bio et local et avec une forte réduction de la part de protéines carnées dans cette alimentation. Alors on pourra peut-être en discuter, c'est pas trop le propos ce soir, mais moi je vois que, en tout cas au Grand Cahors, le bio et local, c'est pas si simple quand on espère juste que ça tombe un peu du ciel et qu'on n'organise pas grand-chose en fait pour ça. Comme la commande publique va pas suffire en fait à faire installer des nouveaux paysans et surtout à diversifier vers des productions de protéines végétales qui manquent clairement aujourd'hui. Mais je voulais plus parler du coup de l'éducation à ce changement alimentaire qui est à faire sur une alimentation plus végétale. Et donc pour faire changer ces habitudes, c'est là que la cantine est un levier important. Il s'agit de désacraliser le plat de viande pour ceux en tout cas qui peuvent en avoir à la maison, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et comment manger autrement avec plus de protéines végétales. Et le constat que je fais moi dans les cantines, c'est que ce qui est proposé en général en plat végétal est toujours habillé en fait sous forme nostalgique de ce qu'est la viande. On a des steaks végétaux, on a des nuggets végétaux, des boulettes, etc. Et en fait, quand on interroge les enfants, alors moi je suis en maternelle et en primaire, donc peut-être qu'au collège et au lycée la perception est différente, mais en fait ils savent pas s'ils ont mangé de la viande, s'ils ont mangé du végétal, ils savent pas. Et donc en fait, on n'est pas en train de leur faire manger des protéines végétales, ils mangent un steak, ils mangent un nugget, et c'est pas comme ça qu'on va faire en fait ce changement d'habitude alimentaire. Et le constat,
c'est simplement que les personnes qui cuisinent en restauration collective, alors au Grand Cahors c'est intercommunal, hein, c'est pas privé, mais n'ont pas forcément ou les moyens ou la formation pour cuisiner autrement, tout simplement. Et voilà, arrêter de chercher un peu de déguiser, arrêter de chercher de déguiser le végétal, quoi. Et ensuite, il suffit pas de faire manger ça, il s'agit d'avoir une vraie politique d'éducation à la nutrition, alors pas que pour la part carnée, hein, à la bonne nutrition globalement, notamment par rapport à la malbouffe. Et du coup, Loïc, c'est toi qui avais porté ça, je crois, à l'Assemblée, 1 heure d'éducation à la nutrition hebdomadaire de l'école maternelle au lycée, parce qu'elle se fait pas ailleurs sinon. Et après, il est évident que cette heure d'éducation, elle peut pas être en classe, comme on peut le voir des fois, on apprend aux enfants avec des jolis posters, comment bien manger, etc. Le lieu idéal, c'est bien entendu la cantine. Et c'est là qu'il est important aussi du coup de se battre pour la gratuité de la cantine. Parce que si on veut que la cantine devienne un lieu d'éducation, il faut que ce soit, pas obligatoire bien entendu, mais il faut que ce soit en tout cas accessible à tous. Et le dernier point sur les cantines, c'est que il ne suffit pas de présenter l'assiette pour que les habitudes changent, faut-il encore que les enfants les mangent. Et en général, il s'avère que le steak végétal a souvent plus de succès que le steak normal, parce qu'il est tellement dur à mastiquer le steak normal que le steak végétal passe mieux, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Mais en tout cas, ce qu'on constate à Cahors, c'est que dans les écoles, là où il y a le moins de gaspillage alimentaire, là où les assiettes se vident le plus, c'est en maternelle. Alors non pas parce que le goût est déjà moins marqué, mais simplement parce qu'en fait il y a plus d'adultes qui encadrent les enfants en maternelle, et donc plus d'adultes pour expliquer ce qu'il y a dans l'assiette, pour faire goûter, etc. Et c'est vraiment comme ça que du coup on va pouvoir amener les futurs adultes à manger autrement. Et donc faut-il encore pouvoir donner les moyens aux collectivités, bien entendu, je parle de moyens humains et financiers, puisque les collectivités, une fois qu'elles ont payé leurs 2 animateurs périscolaires, ils ne peuvent pas forcément en payer plus, quoi. Donc voilà, si on veut vraiment pouvoir aller vers une réduction de la consommation de viande, il va falloir organiser ça, et l'école est vraiment un levier important, à condition et de soutenir l'école et de soutenir les collectivités dans la restauration collective. Ça, c'était le premier point. Et après, plus globalement, sur le rapport à l'animal, et je vais l'étendre sur le rapport à l'environnement. Donc l'école est censée être un lieu d'éducation à l'environnement. Alors moi, je parle toujours en primaire, je ne connais pas assez le reste, mais par exemple, sur le programme des CP, CE1, CE2, là, ça fait 65 pages. Si on est assez généreux, on parle d'environnement, d'éducation au vivant, etc. sur 3-4 pages. Il y a plein d'autres choses, hein, mais voilà, si on dit qu'aujourd'hui l'école, face à l'urgence écologique, doit devenir vraiment le levier d'un changement profond, nous, ce qu'on porte la bifurcation écologique, il va falloir avoir des programmes un peu plus précis aussi, un peu plus ambitieux là-dessus, et puis donner les moyens. Par contre, par exemple, quand on va vouloir éduquer des enfants à l'environnement, moi j'enseigne dans un quartier populaire de Cahors, l'environnement que j'ai à montrer à mes élèves, c'est du béton, quoi. Alors ça fait partie de l'environnement, puisque c'est l'écosystème dans lequel ils vivent, mais si c'est pour aller leur faire croire que les milieux plus naturels, etc., c'est la sortie en bus, c'est le truc exceptionnel, c'est presque le spectacle, quoi, en fait. Et du coup, avec ces conditions-là, on ne peut pas établir un lien et se sentir faire partie de cet environnement à protéger, etc. Donc ça passe déjà par un plan profond de revégétalisation des écoles. Alors même dans les milieux ruraux, des fois, il y a des écoles qui sont excessivement bétonnées, etc. Et milieu rural ne veut pas dire avoir connaissance de son environnement, hein. Donc il y a ça. Et puis après, c'est sur des programmes d'éducation. Alors moi, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, là. C'est la fédération de pêche qui propose ça, en fait, qui propose dans les classes d'installer des aquariums. Les élèves ont des œufs, donc la fédération de pêche fournit des œufs de truite. Et donc les élèves ont en charge de surveiller l'aquarium, notamment la température, etc. Et voient l'éclosion des œufs, voient les alevins, vont s'assurer du bon entretien de l'aquarium pour que ces petits alevins deviennent des truitelles, et après ils participent, ils relâchent les truitelles avec les gens de la fédération de pêche.
Et cette approche, elle est intéressante. Alors, c'est l'animateur de la Fédé de pêche qui disait c'est étonnant de voir les enfants pleurer quand on relâche les truitelles, mais je pense que ça, c'est important parce qu'à un moment donné, comment éduquer à l'environnement s'il n'y a pas un peu une charge affective derrière? Enfin, l'éducation, on apprend toujours mieux quand il y a une charge affective, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. S'il y a de l'émotion, l'enfant va intégrer beaucoup plus les choses. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette expérience par rapport à ce qu'on peut voir des élevages en classe où on met un hamster, on le nourrit. Bon, déjà, on intègre bien la captivité de l'animal. Là, pour le coup, c'est un peu contre-productif. Là, on est vraiment dans quelque chose où on va prendre l'animal dans sa condition, pour le ramener dans son milieu naturel. Il reste un animal sauvage et l'homme a en charge de lui permettre de se développer, tout simplement, et de ne pas mourir dans l'aquarium pour pouvoir être relâché. Donc, je trouve que ce type d'action est intéressant, mais clairement, on n'a pas les moyens aujourd'hui de financer ça à grande échelle. Je vois rien que dans le Lot, tous les ans, il y a 30 à 40 demandes pour 10 aquariums, et c'est tous les ans pareil, et ça va croissant puisque la démarche se fait connaître. Donc il y a là aussi un moyen important à mettre si on veut que l'école devienne un levier important de cette formation du citoyen qui doit faire face au changement climatique et aux défis écologiques. Et puis après, c'est la formation des enfants, mais aussi la formation des enseignants. Alors moi, je suis à l'aise avec le sujet parce que j'ai une conscience politique, parce que j'ai une formation en gestion de l'environnement, que j'ai travaillé là-dedans avant d'être enseignante. Mais pour le dire absolument sans critique, il y a des collègues pour qui l'éducation à l'environnement, c'est apprendre à bien trier les déchets. Et même les programmes d'ailleurs tournent vers ça, en tout cas les programmes de primaire, c'est avoir des gestes éco-citoyens. Donc on est toujours dans une espèce d'écologie du petit geste, de la petite... Et du coup on ne prend pas la mesure globale, le fonctionnement de l'écosystème et l'impact d'activités humaines non individuelles, organisées dans un système capitaliste qui va générer tout ça. Voilà. Qui veut prendre la parole? Oui, je voulais dire un mot sur l'élevage paysan, parce que j'ai entendu des choses qui me vont très bien. J'ai été éleveur pendant plus de 30 ans et également militant à la Confédération paysanne. Et je pense que la relation homme-animal, vraiment l'élevage paysan, c'est une forme très aboutie de relation homme-animal qui s'est construite petit à petit au cours des siècles. Et moi j'ajouterais aussi le territoire, parce que tout ça s'est façonné petit à petit. Quand on est éleveur, quand on est vraiment éleveur paysan, on tient compte aussi de son territoire, de son terroir. Moi j'ai eu des chèvres pendant 30 ans dans la vallée de la Dordogne, j'ai des collègues qui avaient des chèvres sur le Causse, c'était pas la même façon de voir, etc. Et quand on défend l'élevage paysan, pour avancer, on est pris entre deux mastodontes actuellement, l'agriculture industrielle d'un côté, et de l'autre côté le mouvement vegan. Alors là, je vais prendre des pincettes, je ne mets pas tous les végétariens véganes dans le même panier, je parle des extrémistes. Quand on dit vegan, on parle souvent des véganes comme des lanceurs d'alerte. Moi, je ne considère pas qu'ils sont lanceurs d'alerte. Quand on veut imposer une idéologie comme ils le font, je ne considère pas ça comme lancer des alertes. Quand on utilise le harcèlement psychologique contre les éleveurs, contre les personnels d'abattoirs, contre certaines boucheries, etc., je considère que c'est de la violence psychologique qui est condamnable et qui n'a rien à voir. Pourtant, à la Confédération paysanne, on est habitué aux actions symboliques, pédagogiques, parfois fortes, mais jamais violentes vis-à-vis des personnes. Donc je considère que les véganes ne sont pas des lanceurs d'alerte et je n'arrive pas à comprendre quand certains vont jusqu'au bout et prônent l'abolition de l'élevage. Voilà, je trouve que c'est une aberration, que c'est complètement irréaliste. On pourra en débattre. De l'autre côté, l'industrialisation de l'agriculture, ça on pourra en parler des heures. Pour moi, elle est totalement... quand on lutte contre l'industrialisation de l'agriculture,
c'est aussi lutter pour le bien-être paysan, pour le bien-être animal et pour aussi le bien-être pour des consommateurs. On a d'un côté un élevage paysan qui tente d'obtenir une relation, une coopération avec les animaux, dans la dignité jusqu'à l'abattoir. Et de l'autre côté, on a un élevage qui, qui chosifie l'animal, qui en fait une chose qui doit s'adapter totalement aux normes industrielles et à la rentabilité, bien sûr. Donc on est dans deux mondes totalement différents et il faut pas tout mélanger. Voilà, j'ai entendu parler, je crois, je ne me suis pas trompé, sur le cheptel bovin qui était énorme et qui était parfois inutile. C'est sûr qu'on peut faire le tri entre bon, c'est difficile, entre bon élevage et mauvais élevage, mais il y a encore une fois un élevage bovin paysan qui est absolument indispensable et utile pour l'occupation de certains territoires, des montagnes, etc., qu'on ne peut pas utiliser autrement. Et d'autre part, il y a effectivement l'élevage industriel, toujours, qui en plus, l'élevage industriel qui pollue, pour le réchauffement climatique, etc., avec les transports de camions, des bovins qui sont envoyés en Italie ou ailleurs, qui font des circuits pas possibles, qui sont abattus en Bretagne, qui reviennent, etc. Donc on est d'accord là-dessus. Et sans oublier les accords de libre-échange qui font déverser chez nous des tonnes et des tonnes de bovins d'Argentine, etc., qui n'ont rien à faire là. Voilà, ça c'est une chose. Pour finir, je voulais rappeler quand même que, pour sortir un peu de notre petit microcosme français, pour des millions de gens dans le monde, l'élevage est une source indispensable d'alimentation et une sécurité aussi alimentaire. C'est dans leur culture aussi. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays du Sud, beaucoup de paysans, de petits paysans, de populations dans les pays du Sud et ailleurs ont besoin de cet élevage. Et là aussi, c'est un lien très fort entre culture, paysage, territoire, homme et animal. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long, mais on pourra reparler de tous ces sujets si vous le souhaitez. Suivre, donc, comme Patrice, je fais partie de la Confédération paysanne. Donc il y a un livre qui a été fait qui s'appelle Parole d'éleveur. Je ne sais pas si on en a porté. Voilà, qui permet de resituer un peu la chose. Et effectivement, donc c'est bien cette notion de polyculture d'élevage qui est défendue dans l'élevage paysan, sachant que l'animal valorise des productions végétales, refait derrière des déjections du fumier qui servent à nourrir le sol, et donc on est dans un cercle vertueux, dans la mesure où on a un élevage qui consomme ce qui est produit sur la ferme et qui restitue ce qui est produit sur la ferme. Et je pense que dans le respect aussi de l'animal, il y a d'autres dimensions qui sont d'arriver à valoriser en fait tout ce que produit un animal. Et je vais prendre l'exemple de l'agneau dans le Quercy, avec l'association La Cosnarde qui travaille sur la valorisation de la laine, parce qu'aujourd'hui en fait on a une industrialisation où comme on est complètement déconnecté voilà, de ces cercles vertueux, il y a un certain nombre de produits qu'on ne valorise plus. Du coup on est moins rémunéré. Et d'un autre côté, c'est une forme d'irrespect, en fait, vis-à-vis de l'animal, de ne pas valoriser tout ce qui produit. Voilà. Alors, je voulais juste dire un mot là par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'élevage de volailles et de la suppression de l'élevage en plein air, de l'aberration qu'on est en train de nous faire en ce moment, donc sous prétexte de grippe aviaire. On est en train de nous demander à tous les éleveurs, et non seulement tous les éleveurs, mais toutes les basses-cours familiales, c'est-à-dire celle du petit ouvrier, celle du paysan à la retraite qui utilise ça pour nourrir sa famille. On devrait tous fermer nos animaux sous prétexte de contamination par les oiseaux sauvages, alors que ceci est un gros mensonge de plus. Et la dernière preuve en est que l'élevage contaminé dans le nord de la France, c'est un gros élevage industriel en claustration de 100 000 volailles de chair. Voilà, donc encore les mensonges
les mensonges du néolibéralisme. Donc il y a une pétition actuellement qui est en cours pour défendre l'élevage en plein air et l'élevage paysan. Sur la question, deux aspects, l'élevage et puis ensuite une question sur la chasse. Sur ce qui concerne l'élevage, ce qui me semble poser problème, alors que je partage tout ce qui a été dit sur l'élevage paysan, qu'on ne va pas confondre avec le grand élevage industriel, il me semble qu'il continue à se cristalliser une difficulté sur les conditions d'abattage. Et certains trouvent peut-être que L214 sont des extrémistes, mais s'il n'y avait pas eu le travail de L214 pour alerter sur la manière dont ça se passait dans les abattoirs, on fermait les yeux sur cette question-là et personne n'en était ou informé ou ne s'en préoccupait pas. Ça nous a au moins montré la manière dont ça se réalisait. On voit à la télé des démonstrations de, je vais dire, abattoirs mobiles avec des sortes de petites cages là où on met l'animal et on reste où ça se déroule dans la ferme. Est-ce que c'est quelque chose qui est destiné à rester extrêmement marginal parce que ça ne peut pas couvrir des grandes quantités, etc. Ou est-ce que ça peut paraître être une solution et une amélioration des conditions d'élevage? Ma deuxième question portera sur la chasse. Je voudrais savoir quelle est la position de la France insoumise sur cette question de la chasse et notamment sur la question d'obtenir une journée par semaine sans chasse pour permettre à chacun de fréquenter les espaces naturels sans se faire tirer dessus parce qu'on va à vélo, à pied, se promener avec son chien, ses enfants, etc. Je rappelle qu'on a eu un jeune homme tué il y a quelques mois dans le Lot par un accident de chasse. Il y a un an pile. Qu'on en entend régulièrement à la télé, et donc il y a tous ceux dont on ne sait pas, on n'a pas information parce que la balle est passée juste à côté ou dans la voiture, ou etc., alors qu'il passait. C'est quand même une préoccupation, et c'est pas seulement une préoccupation des bourreaux des villes qui ne voient pas la réalité des habitants du pays. Donc j'aimerais savoir quelle est la position de la France. C'est arrivé il y a quelques jours au César. Voilà. C'est le programme. Je vous propose qu'on essaye de répondre aux questions et puis on repasse la parole à ceux qui veulent. Je peux répondre sur les abattoirs si tu veux, sur les abattoirs mobiles. Ouais, vas-y. Bon, tout éleveur qui se respecte, éleveur paysan, c'est jamais facile d'emmener un animal à l'abattoir. Voilà, premièrement. Deuxièmement, il faut faire quand même des différences entre le petit abattoir de Saint-Céré et les gros abattoirs en Bretagne. Moi, j'ai lu des bouquins de gens qui ont travaillé dans ces abattoirs, c'est inimaginable. Hein. Saint-Céré, à côté, c'est un espace de zénith. Hein. C'est vraiment... Voilà, donc il y a des différences. L'abattoir Saint-Céré, c'est un abattoir de proximité. Il y a le stress quand même de la bête de transporter, mais elle ne fait pas des kilomètres, des centaines de kilomètres dans un camion. Donc, tout ça, évidemment, c'est très normalisé. Hein. Il y a des normes extrêmement compliquées. Il y a des pays qui ont été en avance en Europe, comme l'Autriche ou la Suède, qui ont été précurseurs dans ces camions abattoirs. Alors, il y a différentes solutions. Soit le camion, il vient, il abat la bête et elle est transportée ensuite à l'abattoir. Ça pose des problèmes. En principe, il faut un vétérinaire pour voir si la bête est bien abattable, etc. Il y a des choses, on ne va pas rentrer dans le détail. Soit c'est un camion carrément qui peut découper aussi la bête sur le... Donc, il y a des gens de la Confédération paysanne qui ont travaillé là-dessus, sur l'abattage de proximité. Et on a fini par obtenir du ministère et des services compétents, je veux dire, une expérimentation, c'est une éleveuse de... Maintenant, ça se passe en Côte d'Or avec une éleveuse de la Conf. Comment elle s'appelle? Émilie Janin. Oui, mais son bœuf éthique. Le bœuf éthique. Enfin voilà, il y a une expérimentation qui est lancée, il y en a dans la région aussi. Ça commence à petit à petit. On espère qu'avec cette expérimentation, en espérant qu'ils ne nous cherchent pas trop de... Parce qu'ils peuvent toujours trouver les prétextes pour dire que c'est pas niveau sanitaire, etc. Ils pourront trouver des prétextes.
Et on espère que ça va pouvoir avancer et se généraliser, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs paysans qui attendent cette chose-là. Voilà. Je vais faire un petit complément, parce que en fait, le système d'Émilie Jamin, c'est un camion complet qui fait tout d'un bout à l'autre, et c'est un camion qui coûte 50 millions d'euros, etc. Et si justement on est à s'insérer, donc il y a des gens dans le Lot qui réfléchissent à cette question. Il y a d'ailleurs une formation la semaine prochaine, une réunion de la compte sur ce sujet. Et le but, c'est justement pas de déstabiliser un petit abattoir comme celui de Saint-Céré, qui est essentiel au territoire, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des abattoirs, ils ont du mal à vivre. D'ailleurs, Saint-Céré a été fortement déstabilisé par le fait que la Capelle fasse abattre ses veaux à Brive et les enlève de l'abattoir de Saint-Céré. Donc l'idée, en fait, c'est plus celle d'avoir l'abattage à la ferme, c'est-à-dire qu'on ne transporte pas la bête, elle est dans son milieu, elle n'est pas stressée, voilà. Et donc après, il faut la transporter dans le délai d'une demi-heure avant qu'elle refroidisse vers l'abattoir, d'où l'intérêt d'avoir un partenariat avec des petits abattoirs de proximité. Et moi, je voudrais rajouter un truc sur la question de l'abattage. Bon, moi, je suis producteur de canards gras, je tue mes canards. Effectivement, si les gens veulent manger du foie gras, il faut bien qu'il y ait un pauvre couillon qui les abatte. Et le pauvre couillon, il est payé un peu de fric et il chope les maladies troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir qu'au niveau des troubles musculo-squelettiques, les deux professions qui sont les plus impactées, c'est maçon et travail de la viande. Alors, moi, les questions qui ont été posées sur mon registre. Les autres compléteront après chacun. Sur la question du véganisme, moi, notre position elle est claire. Moi, je respecte absolument les gens qui font ce choix du véganisme comme les végétariens. Après, il peut y avoir effectivement des pratiques qui vont au-delà du militantisme pour avoir un choix personnel de cette option alimentaire. En tout cas, notre modèle, tel qu'on le propose, notre projet politique sur la production alimentaire, elle n'impose aucun choix, elle permet tous les choix. C'est-à-dire que le véganisme, le végétarisme sont des choix respectables et aujourd'hui possibles, et que notre projet politique les respecte. C'est-à-dire que nous, on a une position équilibrée entre les demandes sociétales et les besoins agronomiques que tu as évoqués sur un modèle paysan relocalisé qui a besoin d'un modèle d'élevage. Ce qui est permis, quand on réduit drastiquement effectivement la production de protéines animales, mais quand on augmente significativement la qualité. Parce que ça découle aussi des autres questions. C'est la question, quand tu augmentes la qualité, du revenu paysan. Et sans revenu paysan, qui aujourd'hui a été... c'est la question de revenir cette valeur ajoutée à la ferme. Sans ce revenu paysan où tu as une valeur ajoutée qui revient à la ferme, la question de l'abattage à la ferme que je soutiens, que le mouvement La France Insoumise soutient, les camions tels qu'ils ont été expérimentés et les abattoirs de proximité tels que celui de Saint-Céré, c'est notre modèle. Mais ça, il ne peut exister, il ne peut avoir une pérennité de son modèle économique que si tu as remis de la valeur ajoutée à la ferme, parce que, bah oui, l'abattoir, effectivement, il faut payer les gens correctement, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Il y a de la compétitivité, voilà, il faut faire du volume, sinon ton modèle ne tient pas, etc. C'est pas tenable. Donc il faut redonner de la valeur ajoutée, il faut la faire revenir à la ferme. Juste pour que ceux qui sont peut-être moins familiers avec cette affaire-là, aujourd'hui dans notre assiette, quand vous avez une valeur de 100 dans votre assiette, il y a 6,5 qui reviennent aux producteurs. Tout le reste est capté par l'agro-industrie, par la distribution et par tous les intermédiaires. Vous voyez que c'est très peu. Et comment vous expliquez aujourd'hui que les agriculteurs ont des revenus indécents, une grande proportion ne se paye pas au SMIC et 25% je crois c'est moins de 350 €. Bon, bref, ce n'est pas tenable parce que la valeur est partie ailleurs. C'est 2 fois plus au moins dans les circuits de distribution et c'est 2 à 3 fois plus dans l'industrie agroalimentaire. Donc là il y a un vrai souci de cette question de revenus et de valeur ajoutée. Et donc pour ça, bah, il n'y a pas à tourner du pot. Il faut donner du pouvoir d'achat aussi aux gens, c'est-à-dire augmenter le SMIC pour que les gens puissent faire le choix d'acheter moins de viande, mais de meilleure qualité, qui rémunère correctement
les agriculteurs, ça veut dire revoir aussi notre politique d'aide alimentaire qui aujourd'hui est une subvention cachée à l'agro-industrie, puisque voilà, on ne choisit pas quand on est vraiment dans une misère noire et qu'on ne peut pas remplir son frigo quand on va à l'aide alimentaire, mais on bouffe des trucs de l'agro-industrie. Alors que je préférerais moi qu'on vienne acheter à la boutique de l'abattoir à Saint-Céré une tranche de viande de bonne qualité une fois par semaine. Bref. Mais ça veut dire que c'est des organisations politiques. Et ça on le fera. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Sur la chasse, pour terminer, je passe le micro. La position de la France Insoumise, je revérifiais pour ne pas dire de bêtises avec Elsa dans le programme, c'est fin des chasses cruelles, la bainerie sous terre, etc., etc. Ce qui ne règle pas la question que vous évoquiez de la chasse telle qu'elle est pratiquée dans de nombreux territoires. Et là, je pense qu'on a à travailler encore sur cette question-là. Et moi, j'ai des pistes qui me semblent pertinentes. C'est sur la question de la chasse, hormis les chasses cruelles que l'on interdit dès le 25 avril 2022, une fois qu'on aura gagné la présidentielle. Faites une croix sur votre calendrier. C'est la question des munitions, ce que vous avez évoqué. C'est qu'est-ce qu'on autorise comme munitions? Comment se fait-il que ce jeune homme soit tué il y a un an pile dans son jardin alors qu'il coupait du bois par une munition qui vient de je ne sais où, en tout cas de plusieurs kilomètres, enfin plusieurs centaines de mètres au-delà du kilomètre. L'automobiliste qui prend une balle perdue, c'est pareil, c'est à des centaines de mètres de la zone de chasse. Réglementation, régulation des munitions. Contrôle accru sur les permis de chasse, les conditions dans lesquelles les chasseurs chassent, d'accord ? L'alcoolémie ou d'autres, mais bon, ça existe, non ? Comme sur, enfin, bon, contrôle accru, permis de chasse, contrôle accru de les permis, quelle formation est donnée aux chasseurs dans les permis. Et puis, bah oui, formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les permis, en plus que de fait que le prix est 2 fois moins élevé, je pense que le contenu, hein, je pense que j'en ai discuté avec quelques spécialistes du sujet. Voilà, merci de me le confirmer. C'est à peu près proche du nul. Je pense que moi, si je le passais demain, j'y connais rien, je pourrais peut-être l'obtenir. C'est vous dire ça, à quel point ça doit être nul, quoi. Zone d'exclusion autour des habitations. Et là, il y a vraiment un problème de réglementation et de loi. Aujourd'hui, les zones d'exclusion, elles sont c'est pour ça que je parlais de contrôle, elles sont trop courtes, elles ne sont pas contrôlées. Et moi, je le vois, ma mère qui habite au milieu des bois, dans les Landes, voilà, c'est vrai que des fois, quand la chasse est ouverte, quand tu ouvres tes volets le matin, des fois, tu te poses la question si tu ouvres tes volets, quoi, parce que tu as les chasseurs qui sont au ras de la maison, quoi. Ils ne respectent même pas les zones de chasse, quoi. Donc si tu ne pousses pas un coup de gueule pour les faire un peu s'éloigner, c'est un peu compliqué. Donc il y a vraiment, des questions de contrôle, de réglementation vraiment plus sérieux à faire, quoi, sur cette question. Je vais ajouter 2-3 trucs. 2-3 trucs parce qu'il faut se replacer dans un contexte particulier. La chasse depuis 50 ans, elle s'est complètement modifiée dans ce pays. C'est-à-dire qu'on avait des chasses communales avec des paysans qui chassaient sur leurs terres et qui correspondaient à une agriculture paysanne. Dans les années 60-70, on a détruit le modèle agricole, on a remembré. Alors je ne vais pas parler du modèle agricole, on en a déjà parlé tout à l'heure. On a détruit ce modèle agricole et on a remembré l'ensemble du territoire national. On a éliminé tout ce qui était petit gibier, où les cartouches, les munitions n'étaient pas vraiment dangereuses, portées à 100 mètres, mais on tirait du lapin, du faisan, etc. Ce gibier-là, avec le remembrement et l'agriculture industrielle, la chimie, etc., on l'a éliminé, et on a favorisé, en enlevant les haies, etc., en permettant les grandes étendues, on a favorisé la circulation du gros gibier. Le résultat, c'est qu'il y a une partie des chasseurs qui chassaient le petit gibier, qui se sont remportés sur le gros gibier. Et avec effectivement des armes qui sont aujourd'hui beaucoup plus dangereuses qu'elles l'étaient il y a encore 50 ans, quoi. Donc, pour penser la chasse, il faut la repenser aussi dans un autre cadre, dans le cadre d'un retour à une agriculture paysanne, où on revient en arrière sur un certain nombre de choses. On pourrait parler de la pêche parce qu'on a le même problème avec le remembrement, où on a détruit des rivières et des ruisseaux, quand même. À cause du remembrement. Ça a gêné personne d'assécher un certain nombre de cours d'eau, de ruisseaux, de rues, etc., pour favoriser une agriculture intensive, quoi.
Donc la chasse, il faut la gérer. Et puis après, moi, je vais ajouter un autre truc. C'est que je suis d'accord avec Loïc sur le fait qu'il faille respecter un certain nombre de règles. Et il y a certainement des règles qu'il faut encore améliorer. Par exemple, aujourd'hui, on a le droit de chasser 1 heure après le coucher du soleil. C'est pas compliqué de s'imaginer que tirer en pleine nuit, c'est pas admissible, quoi. Si on doit changer une règle, c'est justement d'arrêter de chasser 1 heure avant le coucher du soleil. Ce gamin qui est mort l'an dernier, il est mort le 3 décembre, c'est aujourd'hui l'anniversaire. Hein. Il a été tué le soir à 17h. Allez dans les bois aujourd'hui à 17h. Il n'y a plus personne qui voit rien, quoi. C'est inadmissible d'avoir des fusils. Alors après, je suis d'accord avec toi, Loïc, sur le truc. Il faut contrôler. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les règlements qui devraient empêcher les accidents de chasse. Le vrai problème, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Sarko, qui a 15 ou 20 ans, a détruit tout ce qui était garde-chasse, garde-pêche, garde-forestier, pour tout réunir dans un seul service public, où il a détruit le service public. Il a éliminé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour contrôler rien. Donc le vrai problème aujourd'hui pour moi, et je pense que ça devrait être une des propositions d'ailleurs qu'on pourrait sortir ce soir, parce que je pense qu'on va tous être à peu près d'accord, c'est de recréer un véritable service public, indépendant des fédérations, que ce soit de la chasse ou de la pêche, indépendant des fédérations, qui permettent quand même de faire respecter les règlements. C'est pas compliqué de comprendre qu'on ne tire pas en direction d'une maison quand on chasse, quoi. C'est pas compliqué, ça, c'est pas... Sauf qu'il faut le faire respecter. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faudrait une véritable police, une police de l'environnement. Elle existe maintenant. Oui, mais avec très peu d'effectifs. Ah voilà, alors effectivement, tu as raison de pointer ça, ça a été regroupé, c'était l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de l'ONCFS, Chasse et faune sauvage, merci, qui ont été regroupés au sein de l'OFB, Office français pour la biodiversité, qui est aussi en charge de la police de l'eau, et pour avoir fait plusieurs missions parlementaires sur l'eau, c'est pareil, les missions de police de l'eau sont absolument pas réalisées. Donc il y a effectivement un gros souci de démantèlement des services publics dans ce domaine-là aussi, on n'y pense pas, mais tu as raison de le rappeler. Les services publics, ça travaille à l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'il faut en remettre partout, y compris au milieu des bois. La question, juste pour faire cette parenthèse sur les gardes-chasse, qui avant, effectivement, s'assuraient que vous étiez là où vous avez le droit de chasser. Il y a eu cette polémique sur le chasseur blessé par une ours en Ariège, et on a 2 députés insoumis en Ariège, donc on regarde ça avec un peu d'attention, et c'est un sujet très délicat et un peu clivant, et voilà, qui vraiment est à fleur de peau là-bas. Mais visiblement, une fois l'émotion passée, le gars est dans une zone où il ne devait pas être. Et donc, oui, il avait rangé un animal sauvage sur son territoire parce qu'il était dans une zone où il n'avait pas le droit de chasser. Et donc, ça veut dire formation des chasseurs, respect des réglementations, etc. etc. Et donc, on est toujours dans cette discussion-là, en fait. Ouais, c'est... Et puis après, je vais ajouter un autre truc. Non, c'est pas à toi, c'est à Elsa. Alors, ouais, moi j'étais un peu... je viens pas du milieu rural, et néanmoins, déjà, je me souviens, adolescente, tout du moins, je me promenais, et quand il y avait les chasseurs, j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi, alors peut-être par crainte excessive, mais je pense qu'on peut légitimement tous l'avoir quand il y a des gens armés à proximité. Et j'étais plutôt à me dire, voilà, les week-ends, les chasseurs, voilà. Du coup, en discutant avec certains chasseurs, la position évolue parce qu'effectivement, là où je travaillais avant, il y avait beaucoup de chasseurs. S'ils ne chassent pas le week-end, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent dans des chasses privées, aller payer avec des domaines privatisés, etc. Donc ça pose question. Et moi, je serais, à titre personnel, sur une accommodation où il faudrait pouvoir avoir ou un week-end sur 2 ou un dimanche sur 2, enfin voilà, pouvoir alterner. Je sais que c'est pas l'idée forcément partagée par tout le monde, mais en tout cas le fait est que ce débat de la chasse il arrive parce qu'il y a des accidents, parce qu'il y a des choses qui sont plus acceptées, parce qu'il y a aussi des mots qui se libèrent, hein. Ça a été aussi toute la volonté des femmes, un jour un chasseur suite à l'accident de Morgane, de libérer aussi la parole par rapport aux accidents de chasse, etc. Et aussi parce que la cohabitation dans le milieu rural évolue beaucoup. Enfin, on n'est plus dans le milieu rural tel qu'il était il y a 30-40 ans. Il y a des néo-ruraux, comme on les appelle, ou des gens qui viennent de la ville habiter, etc. Enfin, du coup, la vie et la cohabitation dans le milieu rural évoluent sur plein de sujets, et la chasse est justement très clivant. Et est un sujet très clivant là-dessus, et soit on reste sur les débats, sur des positions clivantes, soit on accepte vraiment d'avoir un débat, mais un débat
profond en fait au sein de la société qui doit être mené localement avec les gens qui y habitent pour amener non pas à des solutions locales et à des aménagements par commune ou par région, mais après pouvoir émerger dans le débat national pour arriver à un moment donné, alors pas un consensus, il ne faut pas rêver, mais à un vote à un moment donné pour décider ce qu'on fait. Mais ce débat, il est encore pas présent. Alors les choses évoluent un peu. Il est encore sur très anti-chasse ou très pro-chasse avec un lobby de certaines fédérations de chasse, etc. Mais il interroge, ce débat sur la chasse, il interroge comment on vit ce milieu rural qui évolue aussi. Vous avez un micro, là. Non, mais je n'ai pas besoin. Ça rejoint la question que je me posais, qu'il n'avait pas été répondu vraiment à la question, à savoir qu'il y ait un jour sans chasse dans la semaine. Actuellement, il y a une pétition qui circule par rapport à ça. Et bon, les randonneurs, ils ont aussi le droit de se promener sans avoir peur de se prendre un coup de fusil. Oui, c'est ce que rappelait Elsa, c'est comment on organise la cohabitation. Aujourd'hui, on part d'un état d'un point zéro, et ce que je rappelais, c'était voilà, si on a déjà un contrôle accru qui n'existe pas aujourd'hui sur les munitions, sur les zones de chasse, sur la formation, on fait déjà un pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un pas et que c'est la position définitive et qu'elle est gravée dans le marbre et qu'on en reprend pour 30 ans. C'est au moins le début du débat, parce qu'effectivement, il y a des territoires où chasser, c'est aussi je veux dire, un contact avec le milieu naturel, c'est une pratique, et voilà, moi je n'ai pas de jugement de valeur comme c'est fait, hormis les chasses cruelles, où j'ai un jugement de valeur, en tout cas politique, une position politique très claire. Mais sur la chasse, moi, voilà, c'est la question de la cohabitation. Après, sur la journée, effectivement, ce que disait Elsa, pourquoi pas un week-end passé, pourquoi pas aussi un week-end sur deux, tu peux chasser de 7h à 10h du matin, mais après c'est les familles qui ont le droit d'aller faire du VTT avec les gamins. Mais tout ça, c'est des discussions politiques et le débat est ouvert. Je dis au moins, il faut partir d'un état zéro et faire évoluer la réglementation pour que la cohabitation soit possible. Et là, bon, on s'éloigne un petit peu du débat, la relation homme-animal. Néanmoins, ça en fait partie, mais on est dans une relation entre chasseur et non-chasseur, et je pense que voilà, il y a aussi ce débat à avoir effectivement sur la question du partage de l'espace public et de ces zones notamment. Il y a plusieurs personnes qui veulent causer. À quelle heure on s'arrête? Vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais juste amener une précision. Lorsque vous parliez des agents de l'environnement, moi je suis un ancien garde de pêche qui était au Conseil supérieur de la pêche. Et jusqu'à un certain moment, jusqu'à Sarkozy, pour en parler à lui, les gardes de pêche étaient mis à disposition des fédérations ainsi que les gardes de chasse d'ailleurs. Et comme la France avait des eaux qui n'étaient pas de bonne qualité, l'Europe condamne la France de plusieurs millions d'euros à cause de la qualité des eaux. Résultat des courses. Sarkozy a dit, vous les gardes de pêche, c'est fini, vous allez passer à l'ONEMA, Office national de l'eau. Donc on nous a donné la police de l'eau. Et quel était notre rôle? Notre rôle était surtout ne plus contrôler les pêcheurs, on les contrôle plus, c'est fini, vous allez vous occuper de la qualité de l'eau. Donc, pendant des années, jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques années, on a abreuvé le ministère, par intranet, de rapports sur la qualité de l'eau, etc. Et Sarkozy disait à l'Europe, vous voyez les gars, là, on travaille, nous, on est en train de faire notre boulot, on va avoir une bonne qualité de l'eau, donc vous calmez un peu les amendes, etc. Ensuite, passé ça, maintenant, on a réuni les gardes de pêche, les gardes de chasse, etc., dans l'office français de la biodiversité. Qu'est-ce qu'ils font, mes collègues, maintenant? Je suis à la retraite, donc j'ai toujours des acquaintances avec mes anciens collègues. Qu'est-ce qu'ils font, mes collègues? Ils sont au bureau, devant un ordinateur, ils contrôlent les travaux, ils ne font plus de terrain. Vous n'avez plus de garde de chasse, vous n'avez plus de garde de pêche. Plus personne. Plus personne. Alors, qu'ont fait les fédérations de pêche et de chasse?
qui s'assermentent des chasseurs ou des pêcheurs, mais qui n'ont pas les mêmes possibilités judiciaires que nous avions. Parce que nous avons des fonctions de police judiciaire lorsque nous faisons des contrôles, les gardes-pêche et les gardes-chasse. Voilà, donc je voulais amener cette précision. On veut contrôler la chasse, mais avec qui? Qui c'est qui va contrôler? Les gendarmes, peut-être, un peu la police. Il y a plus de gardes-chasse, il y a plus de gardes-pêche. C'est l'armurier qui va contrôler là. Il y a plus de gendarmes. Ah, ça pose un vrai problème. Hein. C'est la question de l'autocontrôle. Et ça... Voilà. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Non, je sais pas. J'entends bien tout ce qui se dit sur le contrôle qui doit être renforcé et tout ça. Enfin, moi, ça me fait penser à chaque fois à la manière dont on a géré la fonction publique par le passé. C'est-à-dire qu'on a supprimé effectivement un nombre de postes considérables. Moi, je me souviens, j'étais syndicaliste et dans l'enseignement, et à l'époque du retour de la, entre guillemets, gauche au moment de l'arrivée de François Hollande au pouvoir, la discussion avait été de dire il faut recruter des profs, il n'y a qu'à recruter des profs et le problème sera résolu. Sauf qu'il fallait recruter une quantité considérable de personnes. D'un coup, c'est pas possible. Donc du coup, en fait, la situation n'a jamais été réglée parce qu'on ne peut pas recruter des fonctionnaires à tirer l'arigot comme ça d'un coup. Il faut les former. Ah oui, il faut les former, je suis d'accord. Ça va, je veux bien, mais budgétairement, on peut. En tout cas, il faut quand même des années pour les former. Oui, ça je suis d'accord. Donc ça veut dire, le fait de dire que le contrôle réglera la situation, c'est aussi admettre que pendant un certain temps, la situation ne sera toujours pas réglée. Et pour moi, ce qui pose le problème ce que pose comme problème aussi le problème de la chasse, c'est la possession d'une arme à feu. Enfin, moi, je veux dire, j'ai déjà j'aurais beaucoup de difficultés à aller discuter avec quelqu'un qui a une arme à feu parce que le débat est toujours tourné mal. Et donc, c'est une question qui m'inquiète beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi on délivre aussi facilement des permis de port d'armes à feu pour des gens qui vont tuer des animaux, alors qu'on contrôle, j'imagine, enfin je pense beaucoup plus sérieusement la possession d'un certain type d'autres armes à feu. Donc là, je suis un peu inquiet sur la manière dont la discussion tourne sur cette question-là. Pour moi, la chose qui compte, c'est d'interdire les armes à feu. Point. C'est tout simplement. À partir de là, vous faites ce que vous voulez de la chasse, mais les armes à feu, c'est une question qui me paraît centrale. Il y avait là-haut aussi. Tu voulais poser ? Bonjour, j'avais donc une question par rapport à la chasse, effectivement. C'est une de nos préoccupations ici, beaucoup. J'en profite qu'on ait un député insoumis ici parmi nous, c'est une chance, je trouve. Enchantée, moi je suis Lilia, bon voilà, connue comme artiste insoumise. Mais c'est vrai que chez nous, on a peur d'aller chercher les champignons, on a peur d'aller observer la nature, on a peur d'aller se promener. Est-ce que cette forêt qui est censée appartenir à tout le monde, tout comme le bord des plages, tout comme les rivières, est-ce que ce lieu naturel doit être une exclusivité uniquement réservée aux chasseurs? Voilà, la question se pose à ce niveau-là. Moi, j'aurais tendance politiquement clairement répondre que non. Ça appartient à tout le monde, effectivement. Le fait d'avoir un jour, pas de 10h à 18h, non, un samedi où, par exemple, les chasseurs pourraient aller chasser le samedi, ou les promeneurs pourraient aller se prendre le dimanche, une journée complète, ça serait très intéressant de faire remonter Loïc plus haut, peut-être, voilà, au niveau des collègues députés, parce que le problème n'est pas lié qu'aux lots. Et je voulais aussi rebondir sur la question de justement le fait d'approcher la nature. Les enfants n'ont jamais été aussi loin de la nature que maintenant. Moi, j'ai grandi dans la forêt, je suis lautoise, j'ai grandi avec les animaux. Voilà. C'est quelque chose qui m'était assez familier. Maintenant, les gamins sont plus proches de leur téléphone, de l'accord ou de leur ordinateur qu'autre chose. Pour sensibiliser la jeunesse sur la question environnementale, même la question animale, encore faudrait-il que ces gamins aient leurs propres droits déjà d'humains respectés. Or, en France, des milliers de gamins ont les droits les plus fondamentaux qui sont bafoués par la justice elle-même. Voilà,
ça c'est ce que je pense profondément, mais je pense que tant que les êtres humains et les enfants auront des droits bafoués, les êtres humains auront du mal à s'occuper de la nature, et pourtant c'est essentiel, il faudrait s'occuper de tout en même temps. Mais voilà, cette possibilité d'approcher la nature me paraît essentielle, et pour ça, ça doit être recadré effectivement par une loi qui dit tel jour, plus de chasseurs dans la forêt. Oui, ils y vont, mais avec une tulipe dans la bouche. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Tu veux écouter, Anne? Mais c'était par rapport au programme au lycée. Parce que par exemple, moi je suis prof de sciences sociales et de sciences éco. Quand on aborde le premier chapitre, qui est un chapitre sur la croissance et ses sources, on a un volet, une partie sur les limites écologiques de la croissance. Le 25 avril, évidemment, d'autres programmes seront conçus, puisque idéologiquement, le programme de sciences éco, je veux dire, ça reste téléchargé. L'orientation est la suivante. Soutenabilité faible de la croissance, sous-entendu pas de spécificité reconnue au capital naturel. Autrement dit, à partir du moment, alors je ne vais pas détailler, faire des vocabulaires spécifiques, ça, mais à partir du moment où on transfère, on peut par d'autres types de capitaux substituer ce qui a été détruit. Et finalement, tout l'accent est mis sur heureusement on a le progrès technique, heureusement on a l'innovation, donc de toute façon on est sauvé. Dans les programmes, là depuis 2 ans, tout ce qui est spécifique au capital naturel qui n'a pas, quand il est détruit, je veux dire, oui on peut avoir des avatars de type de Sibérie. Oui ok on a la truite d'élevage. Mais tout ce qui est fonds, tout ce qui est espèces ou biodiversité détruite, c'est détruit. Donc ça, idéologiquement, c'est déjà acté dans nos programmes, où de toute façon, voilà, je veux dire, tout est lié et c'est politique de fait. C'est vraiment l'accent, évidemment ça commence petit. Là, je reprends des éléments pour avoir participé en tant que parent au fait que mon enfant en maternelle, en deuxième année, moyenne section, 4 ans, travaille à volonté de la maîtresse, on fait venir à quelqu'un qui est dans le sport, quelqu'un qui travaille sur la nutrition. Les habitudes alimentaires sont déjà acquises à 4 ans. On travaille sur la pyramide des besoins, etc. Moi je ne sais pas trop la nutrition, mais évidemment, je suis là quand même. Évidemment, pour qu'il y ait des discussions qui s'opèrent à la maison avec les parents, parce que la soirée pizza coca, bon, c'est sympa, quoi, mais c'est tous les soirs, etc., le retour à la viande, etc. Je veux dire, je suis complètement OK sur le levier que représente l'école. Et là, c'était juste une illustration. Moi, je leur dis, je viens à la croissance à Guillaume, c'est pas un inconnu. C'est la vocation. Je crois qu'il y a un lien avec notre président de la République en matière de programme économique. Je veux dire, c'est explicitement posé dans nos programmes de lycéens. Voilà. C'est Schmidli. Ah, il y a Laurence peut-être. Après, oui, je voudrais dire que pour arriver à changer les habitudes alimentaires, il me semble que c'est très long. Il y a aussi les héritiers. Quand tu devais recevoir des gens, il fallait automatiquement qu'il y avait un plat de viande, sinon tu ne les recevais pas comme il faut dans la tradition. Et je pense qu'il faudrait déjà, sortir les gens de la misère pour qu'ils puissent manger déjà à leur faim, sans passer par les aides alimentaires ou alors de la malbouffe. J'y suis passée à une période de ma vie, c'était immonde. Le poulet, je le filais au chien parce que c'était impeccable. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que... Bon, je pense que la France Insoumise, on met toute la politique dans son global, mais pour rééduquer les gens qui n'ont déjà pas à manger, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors après, leur dire manger la viande que 2 fois par semaine, alors qu'ils n'ont déjà même pas le nécessaire, ne peuvent pas, à mon sens, ça ne peut pas être entendu, quoi. Et c'est problématique. Et en plus, je pense aussi qu'il y a eu
une perte des compétences à cuisiner dans les familles. Et ça, c'est énorme. Je rencontre plein de gens qui ne savent pas faire à manger, quoi. Alors, avant de les faire passer à autre chose, il faudrait déjà peut-être leur apprendre à cuisiner, quoi, aussi. Alors, je sais pas, non, mais c'est quand même un problème. Ça paraît peut-être stupide, mais moi, ça me... Je suis pareil, là, j'ai fait de la distribution de courges avec les caravanes populaires. Je suis obligée de donner la recette de cuisine aux gens, parce que la plupart, ils ne savent pas. À part les personnes âgées qui là, bon, elles ont vraiment la notion de la cuisine. Voilà. J'ai deux questions. Je voulais savoir si le modèle de production agricole que proposait la France Insoumise pouvait s'inscrire dans le cadre de la PAC, ou alors est-ce qu'il faudra se désengager de celle-ci? Et deuxième question, pour les éleveurs qui sont déjà engagés dans un mode de production industrielle, est-ce qu'il faudra s'engager, ce que j'espère, faire preuve de persuasion ou en passer par la loi pour les faire changer? Par rapport aux méthaniseurs, en fait, apparemment, Laurence, il y avait certains... Et tu reprendras la parole après. Non, mais juste, je dis ça, que certains fermiers vont prendre des animaux pour avoir des matières à alimenter les méthaniseurs, même plus dans le souci de nourrir les gens. Donc on marche vraiment sur la tête, voilà. Thierry, ouais, vas-y. Tu me dis à quelle heure il faut qu'on termine déjà? Oh, 20h, 20h30, c'est bon. Non, 20h, je suis parti. D'accord, 20h, bon voilà. Sur les programmes économiques, c'est effectivement, là c'est une question rapport homme animal. C'est-à-dire que le libéralisme a aussi acté ça, et le rapport à la nature que évoquait Frédéric aussi dans son introduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donné, enfin le libéralisme a poussé à son paroxysme, a donné un prix à tout. Et sur la question de comment tu compenses ce qui est dans les programmes économiques, qui est une question éminemment politique, parce que là c'est l'économie orthodoxe, je me suis fâché, moi, quand j'ai vu le programme de mon gamin il y a 2 ans, c'était les avantages comparatifs, j'ai lui fait un argumentaire pour sa prof pour son devoir. C'était incroyable. Et donc, c'est pas que dans les programmes économiques, c'est dans la loi aussi. Et moi je me bats là-dessus, c'est l'imposture de ce qu'il y a dans les lois de Pompili de 2015 ou 16, je ne sais plus, c'est éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que quand tu vas faire un dégât environnemental, si tu peux, tu l'évites. Ah ben mince, je dois construire un méthaniseur, je ne peux pas l'éviter. Donc soit tu réduis, soit tu compenses. C'est-à-dire que tu fais de la thune pour dire, voilà, je rachète la compensation environnementale de tout ce que j'ai détruit. Ça ne fonctionne pas. Et donc moi je suis vent debout là-dessus. Sur cette logique d'éviter, réduire, compenser, ça ne marche pas. C'est la même affaire que l'histoire du prix du carbone. C'est-à-dire les mécanismes du marché qui détruisent la nature prétendent par les mêmes mécanismes régler la question. Donc moi je dis que même cause provoquant les mêmes effets, l'histoire du marché carbone est une imposture monumentale et tout le monde trouve ça génial, sauf nous à la France Insoumise où là-dessus on est quand même assez clair. Ça ne fonctionne pas. Sur l'histoire de l'alimentation et de l'aide alimentaire, c'est pour ça que nous, on propose une garantie d'accès à une alimentation choisie. C'est-à-dire que c'est toujours la question. Aujourd'hui, le budget dont disposent les gens ne leur permet pas de choisir leur alimentation. Ils vont à l'aide alimentaire, ils mangent de la merde, pour être clair. Toute la question, c'est augmenter le pouvoir d'achat, augmenter le SMIC pour permettre aux gens d'avoir accès à une alimentation de meilleure qualité. Ça ne suffit pas en soi, parce qu'il faut aussi regarder quelle a été l'évolution sociologique de ce rapport à l'alimentation. Le temps de cuisine. Alors mesdames, je suis ravi. Pourquoi les dames? Je vais vous dire. Comment rétablir l'attention des gens? C'est ça. Je l'ai écrit, je vous invite à lire le bouquin, je pourrais venir en disposer après. Mesdames, pourquoi? Parce que la libération féministe, quand vous avez massivement accédé effectivement à l'emploi, etc., que les femmes sont devenues, sont sorties du foyer. Et c'est un bonheur, c'est bien heureux. Et on s'aperçoit, et c'est des statistiques,
que c'était vous, mesdames, c'était nos mères, nos grands-mères qui cuisinaient à la maison, qui avaient du temps pour ça. Et le temps disponible pour transformer l'alimentation, il s'est réduit du fait de votre accès, de l'accès des femmes au travail et cette libération du foyer. C'est une donnée statistique. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est aussi celle de la réduction du temps de travail. Parce que maintenant, effectivement, l'apanage de préparer à manger, et j'en sais quelque chose, il n'est pas l'apanage des femmes. Au foyer, les hommes et les femmes doivent le faire à parité. Et ça, il y a encore du travail d'éducation, Elsa, à faire pour éduquer les garçons aussi à cuisiner. Mais ça veut dire que la réduction du temps de travail, elle doit venir aussi compenser cette pente sociologique qui a été faite, qui du fait nous a sorti l'alimentation du foyer. C'est-à-dire qu'on n'a plus de temps. Et qui du fait aussi a vu depuis les années 60 le budget consacré à l'alimentation, il y a la question du temps et la question du budget, diminué par 2, c'était 36% dans les années 60, et on est à 18-19% en 2014 ou 2015, c'est dans mon rapport parlementaire. Donc moitié moins de budget consacré à l'alimentation. Donc quand tu as moitié moins de budget, tu achètes de la merde. Des chips qui coûtent rien, parce qu'il y a des calories dedans et que tu as l'impression que tes enfants mangent à leur faim. Mais voilà, c'est toutes des épidémies de maladies chroniques qui vont derrière. Donc la question du budget, elle est essentielle aussi. Et le budget, il est passé sur où? Alors contrairement à ce que dirait Blanquer ou d'autres malfaisants, c'est pas dans des écrans plats avec l'allocation de rentrée scolaire. Hein, ça, on est tous d'accord, c'est des conneries. Il est passé dans des trucs qui ont vachement augmenté. L'accès au loyer, on en parlait, effectivement dans le budget, ça a augmenté. Le prix de l'énergie, soi-disant la concurrence, vous savez, la concurrence qui devait nous permettre de payer moins cher, le gaz a flambé de plus de 60%, 80 je crois, l'électricité c'est la même pente. Donc voilà, donc on s'est fait grignoter ces éléments-là, où notre premier médicament c'est notre alimentation, parce qu'on a des dépenses contraintes qui nous ont été imposées sur d'autres budgets d'alimentation. Et enfin pour terminer, pour finir en 20 heures, c'est la PAC, non, clairement avec cette PAC-là, on ne peut pas mettre notre programme en œuvre. Mais ça tombe bien, parce qu'on a dit que tous les trucs qui étaient dans notre programme sur comment on allait réorganiser la production alimentaire agricole, si ça contrevenait au traité européen, mais c'était pas bien grave, on allait désobéir. Donc là, il y a nos problèmes, et donc on pourra désobéir allègrement à toutes ces directives européennes à la loi qui nous empêcheront de réorienter notre production alimentaire sur des choses locales, saines, vertueuses, qui protègent l'environnement, qui protègent la santé des agriculteurs, qui protègent la santé des consommateurs. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Non, la PAC ne permet pas, mais oui, on le fera quand même. Juste pour rebondir, et en fait ça va se rejoindre entre le droit des enfants, le temps de cuisiner, etc. Enfin moi je sais qu'en tant qu'enseignante, je suis presque schizophrène quoi en fait. J'ai des programmes qui me disent d'apprendre aux enfants à bien manger, à bien vivre ensemble, à protéger les autres, etc. Et ces enfants ils baignent dans une société et dans un système hyper violent pour eux, et pour les adultes aussi hein, d'ailleurs. Moi, sur l'aspect cuisine, on a une maman qui régulièrement nous fait le couscous. Alors, il est absolument fabuleux. Elle me dit, je suis contente de vous le faire parce que moi, mes enfants ne le mangent plus. Donc, en l'occurrence, elle a le temps de cuisiner. En l'occurrence, elle cuisine, sauf que ces gamins, ils sont abreuvés de publicité à longueur de temps sur de la pizza, des nuggets, etc. Et du coup, c'est ce qu'ils réclament parce que c'est ce qu'on leur met dans le crâne en permanence. Et cette publicité à l'adresse d'enfants et d'adolescents qui amènent à la malbouffe, enfin, c'est encore une violence de plus du système qui nous dit mais en place apprenez-leur à faire de la bonne soupe. Enfin, c'est complètement les gosses, je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver entre ce qu'ils apprennent à l'école et la réalité du système qu'il y a. Je voulais dire, je sais plus. On interdira la publicité pour les gamins. Ben oui, mais d'ailleurs il y a un pays qui avait fait ça. Ils avaient supprimé la publicité pour les aliments, alors je sais plus, sucrés, je crois, et la consommation avait chuté de 20%, quelque chose comme ça, juste en supprimant la télé. C'est dans nos propositions, hein, ouais. Enfin, notamment. Voilà, ouais. Et après, sur l'aspect du revenu, augmenter les revenus pour pouvoir accéder tous à une alimentation, donc j'en reviens sur la cantine gratuite, mais il y a aussi cette idée de revenu pour pouvoir soutenir des prix. C'est aussi permettre aux paysans d'être bien rémunérés, parce que je sais qu'aujourd'hui, au Grand Cahors, c'est un problème de pouvoir s'approvisionner auprès de petits producteurs,
Parce que comme ils sont tellement comme ça, le seul moyen pour eux d'avoir un peu un revenu correct, c'est de vendre à la ferme, au marché, etc. Et du coup, ils ne vont pas vendre aux collectivités, qui va leur demander une baisse de prix. Et du coup, ça freine beaucoup voilà, cet accès à un grand nombre, à une alimentation saine. Tu veux rien rajouter? Non. Bon, je vous propose, comme Loïc qui veut vraiment partir avant 8h, je vous propose qu'on va arrêter là. Je voudrais juste rajouter peut-être 10 minutes. 10 minutes alors. Et j'ai 3 heures de route moi derrière. Ouais, juste une petite précision par rapport à la journée, la journée sans chasse dans la semaine. On a vraiment intérêt à faire attention à un truc, c'est qu'aujourd'hui la chasse elle est à la limite de basculer d'une chasse populaire qu'on avait il y a encore une cinquantaine d'années à une chasse réservée à une élite, des gens qui ont du pognon. C'est-à-dire que si on interdit la chasse le samedi et le dimanche, je suis pour qu'on organise l'environnement et qu'on organise le temps. Hein, ça, on est tous d'accord. En fait, on est au début d'une réflexion par rapport à toutes ces questions-là. Simplement, si on interdit la chasse le samedi et le dimanche, ça veut dire qu'on met en place des chasses privées qui vont être accessibles par des gens qui ont du pognon, et ceux qui n'ont et les classes populaires, les milieux populaires n'auront plus le droit d'aller à la chasse. Sauf si on travaille 30 heures par semaine, ils ont le temps d'aller chasser. T'as raison, on ira chasser le soir quand il fait nuit. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Non mais Sylvain. Non mais tu as raison, c'est ce que je disais sur la question du revenu, la question de la réduction du temps de travail aussi. Et ben, effectivement, la cohabitation elle est plus facile si on peut partager. Il y a plus de solutions. Non mais on est vraiment au début quoi. On peut chasser à même. En fait, on a vraiment le meilleur programme quoi. Vas-y Sylvain. Moi je suis un peu embêté avec la question de la viande parce que en essayant de chercher des références, des biblios pour essayer d'objectiver la question, justement je ne trouve pas beaucoup. Et à part des choses qui sont avancées par des think tanks comme je crois que c'est Taranova là, qui avait suggéré la journée repas végétarien, un jour de repas végétarien dans les cantines d'école. À part ça, à part des films comme Conspiracy ou des études de la FAO qui révélaient il y a longtemps que l'élevage était responsable de 14% d'effets de serre, mais qui sont plus valables parce qu'elles ont été affinées depuis, parce que c'était des méta-analyses pas très fiables et tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'on voit en grattant un petit peu tout ça, c'est que derrière en embuscade, il y a beaucoup de biotech, de super entreprises de biotech qui sont là-dedans. Et moi, je me dis, finalement, ces questions sur le rapport aux animaux qu'on mange, ils seraient assez simplement réglées en traitant correctement la question de l'agriculture paysanne, en la redéployant. Et finalement, en contribuant à ce débat sur, en tout cas alimenter ces questionnements sur la consommation de viande, dans quelle proportion, patati patata, est-ce qu'on ne met pas nous-mêmes du vent dans les voiles de la biotech? Petite réponse politique là-dessus. Ouais, et puis après on arrête. Ouais, on arrête là-dessus. Si, il y a quand même des références biblio et des articles sur notamment la question climatique et le poids de l'agriculture et de l'élevage en particulier sur le poids du climat. Il y a ce petit truc-là, vous pouvez le trouver en ligne, c'est le revers de notre assiette, ça a été fait par le RAC et sur l'agro, je crois, aussi, qui ont vraiment fait de la biblio, qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Bon, il y a quand même des publications assez claires et je veux dire, indiscutables sur ce truc-là. Mais tu as raison, c'est ce que je disais, c'est la position équilibrée qui permet à chacun d'avoir le choix de son régime alimentaire sans tomber dans je fais la courte échelle à la biotech et à la production de protéines de synthèse ou je ne sais quoi. Ça, il faut en être conscient et on l'est aussi. Hein, je veux dire, on n'est pas complètement aveugle à ça et on y fait attention. Mais néanmoins, c'est aujourd'hui un fait avéré hein, sur la question de l'élevage intensif et de son impact climatique. Il y a ça, donc tu trouveras des références là-dessus. Et il y a aussi des références aussi qui vont dans le sens de ce que j'expliquais sur la nécessité
d'avoir une part d'élevage quand même dans un modèle agronomique qui est soutenable pour notre pays. Il y a des publications régulières, INRAE, CNRS, qui valident aussi cette question-là et qui permet de trouver justement un point d'équilibre sur qu'est-ce qui est soutenable en fonction des surfaces agricoles disponibles dans notre pays, de l'impact climatique et de nos trajectoires en fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il n'y a pas que du militantisme derrière, du militantisme caché des biotech. Il y a quand même des réalités scientifiques qui sont aujourd'hui indiscutables. Et donc voilà, il faut qu'on regarde ça d'une façon. Tu as raison de le replacer sur ce registre très objectif, quoi. Il faut vraiment qu'on objective nos choix politiques et qu'on les argumente. Et je pense que sur ce registre-là, on a fait quand même du travail assez sérieux en s'appuyant, comme on l'a fait toujours, hein, sur ce qu'a fait le RAC, sur ce qu'ont fait les scientifiques sur la question, sur le scénario AFTER 2050, même s'il y a des choses qui ont bougé, qui sont soumises au débat. Hein, c'est pas gravé dans le marbre et c'est pas rien n'est discutable dedans. Mais il y a vraiment de la bio, des choses sur lesquelles, des choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer politiquement pour proposer une trajectoire. Qu'est-ce que c'est le RAC? Alors, le réseau Action Climat, pardon, c'est une coalition avec plusieurs assos qui sur ces questions de climat, mettent en commun leurs analyses sur plusieurs registres, sur le transport, sur l'agriculture, etc., etc. Et donc, c'est des gens qui ont une action vers les décideurs politiques assez important, avec des productions de rapports, avec du lobbying parlementaire, enfin, voilà, des choses qui permettent d'alimenter le débat public en tout cas, qui sont intéressantes et sourcées. Oui, deux informations. Il y a un petit bouquin d'une chercheuse de l'INRA qui s'appelle Jocelyne Porcher, qui a beaucoup travaillé sur l'élevage, qui s'appelle Cause animale, cause du capital, qui est super justement pour montrer tout ce qu'il y a derrière, les biotechnologies, la viande en tube, etc. Et tout ce qu'il y a derrière certains mouvements véganistes. Et deuxième chose, il y a, bon, je cite encore la CONF, mais c'est un fait, la CONF et d'autres mouvements travaillent sur une sécurité sociale alimentaire. Et ça prend forme, ça commence à se construire de façon très intéressante. Bon, on n'a pas le temps d'en débattre, et puis il y aurait beaucoup de choses à dire sur la PAC aussi, parce que sortir de la PAC comme ça, je demande à voir. Sortir de la PAC, c'est la chose. Oui, alors juste 2 secondes sur la sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je suis porteur de la révision avec des camarades de toute la France insoumise, de plusieurs registres, de la réactualisation de notre proposition politique sur alimentation et agriculture. Une des premières mesures, elle est aussi de cette convergence, et c'est dans le programme, hein, c'est comment on va vers cette sécurité sociale de l'alimentation. Nous, on l'a appelé différemment, on l'a appelé garantie d'accès à une alimentation choisie, par rapport à ce que je répondais tout à l'heure à madame sur la question de l'aide alimentaire. Et donc on s'est emparé de cette question et voilà, moi j'en discute avec les gens de la CONF au niveau national pour leur expliquer notre vision de cette sécurité sociale de l'alimentation, comment on la mène. Moi je l'appuie beaucoup sur les projets alimentaires territoriaux parce qu'il faut y aller de manière progressive, il faut amener d'autres acteurs qui sont aujourd'hui pas autour de la table, comme les agences régionales de santé, parce que cette question de l'alimentation est une question de santé publique, les épidémies de maladies chroniques qui y sont liées. Bon, bref, on a beaucoup réfléchi à ce sujet-là, on a beaucoup débattu entre les tenants d'un modèle, j'allais dire, assez radical, un peu dans la veine de Friot de la SSA. Juste pour vous mettre ça en tête au débat, c'est que la sécurité sociale de l'alimentation, et c'est pour ça que moi je l'adosse au PAT, à une mise en expérimentation à des échelons territoriaux pour après la généraliser, c'est que contrairement à la sécurité sociale, à l'époque où la sécurité sociale a été bâtie, il existait déjà le nombre de médecins suffisants formés, les pharmaciens formés, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une structure qui existait autour de ça. Si demain matin, ou le 25 avril au matin, on arrive au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, on décrète une sécurité sociale de l'alimentation, on n'a pas le réseau, on n'a pas les moyens de production pour produire de la nourriture saine, locale, et la proposer à tout le monde, y compris ne serait-ce qu'aux 5 millions en vitesse en situation anormale, et 8 millions en situation encore plus anormale de Covid, de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Et donc ça, c'est une vraie difficulté, et moi je veux pas qu'on se crache sur ce mur-là, de proposer un truc qui est de fait pas réalisable au 25 avril 2022 quand on arrivera au ministère, quand on signe les premiers décrets. Donc c'est pour ça que voilà, on a une proposition qui est
assez travaillé, on a beaucoup réfléchi, qui prend plutôt cette forme d'une garantie d'accès à une alimentation choisie. Prémisse d'une sécurité sociale de l'alimentation, en tout cas de cet accès qu'on devrait tous avoir à une alimentation saine et locale. Alors, la première chose à faire le 25 au matin, c'est de dissoudre la FNSEA. Ils sont issus du régime de Vichy. On va dissoudre beaucoup de choses. L'ordre des tout vives. Bon, on va arrêter. Moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Elsa sur son concept de déguisement. Le pavé végétal que l'on transforme en steak. En fait, on déguise tout pour éviter le conflit entre raison et profit. Et la transition énergétique, par exemple, c'est du déguisement. Et il faut qu'on fasse l'effort de critique du vocabulaire employé par les collectivités territoriales, par l'État. Parce qu'on nous mène à bateau. Le poids de la sémantique. Je vous remercie d'être venu. Juste un petit truc à Loïc qui est venu avec ses bouquins. Si vous en voulez, c'est prix libre. Voilà. Et je peux vous mettre un petit cœur à l'intérieur. Voilà, tout ce que j'ai entendu. Et puis on a aussi les programmes, des badges, etc. Simplement, la campagne électorale, on a besoin de thunes. Donc, si vous voulez, on a des pots. Si vous voulez mettre quelques pièces ou quelques billets, bon, les chèques en dessous de 500 €, on prend pas. Hein. Voilà. Merci. Capitaliste. Merci.